Bonjour, le président François Hollande s'est exprimé hier au congrès de Versailles. On n'y va pas tous les jours au congrès de Versailles et quand le président de la République s'exprime au sein d'une telle institution, forcément c'est pour des annonces importantes, pour les commenter, pour en parler, pour comprendre ce qui s'est dit hier. Nous avons sur le plateau le sénateur Tani. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. François Hollande, hier, le président de la République a fait de grandes annonces. Est-ce que ces annonces, de manière générale, avant d'expliquer ce qu'il a dit, peuvent avoir une conséquence directe sur notre département? Avant Oui. de répondre à la question, les auditeurs et les téléspectateurs doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait là au lieu d'être à Versailles. Malheureusement, compte tenu du temps qui était imparti, je n'ai pas pu retourner après 2 semaines au Parlement. Je n'ai pas pu m'organiser pour être là. Et je suis le premier à le regretter. Mais Mayotte, Enfin, vous êtes là maintenant pour nous expliquer ce qui se passe. voilà, Ça, c'est aussi et votre Mayotte rôle, hein. était quand même représentée. De façon générale, mais bien évidemment, même si, nous le savons, l'état d'urgence a été limité à la France hexagonale plus la Corse. Mais dans les annonces, et notamment l'augmentation des effectifs, notamment la politique internationale qui va être revue, notamment les modifications sur les libertés de la population vont bien évidemment nous concerner, d'autant plus que ce n'est un secret pour personne. Mayotte, malheureusement, n'est pas épargnée par rapport à la menace terroriste. Mais effectivement, nous serons d'une façon ou d'une autre concernés. Qu'est-ce qui a été annoncé? Quels sont les moments forts de ce qui s'est passé hier au congrès de Versailles? Le moment lui-même est fort. Solennel, bien sûr. Voilà, c'est depuis 2008 où la réforme constitutionnelle a permis que le président vienne comme ça expliquer, en tout cas débattre, faire un discours au Parlement. Ce n'est pas tous les jours et heureusement que ce n'est pas tous les jours. Et donc le moment en lui-même était solennel, était important et c'est tout à fait normal à la suite des horreurs que nous connaissons. Et les annonces, il y a des annonces qui se suffisent à elles-mêmes, notamment l'augmentation des effectifs. Je pense que personne Donc ne plus va... de militaires, plus Voilà. de policiers, plus de Tout à douaniers. fait. Je crois qu'il a annoncé près de 10 000 personnes, hein, en plus. En tout, 5 000 supplémentaires, mais en tout... En tout, ça fait 10 000 voilà, sur l'ensemble de son quinquennat, je sur crois. l'ensemble du quinquennat. Oui. Donc, c'est quelque chose de bienvenu. Oui. Maintenant, pour le recrutement et la formation de ces femmes et hommes de terrain, forcément, ça prend du temps et c'est pour ça que c'est 2 ans, apparemment, voilà, hein. 2 ans au moins. Et ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas être nié. Ensuite, moi, ce qui m'a fortement marqué, c'est ces discussions bilatérales qui vont être menées avec Barack Obama d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre. Et je pense que c'est heureux. C'est heureux notamment vis-à-vis de Vladimir Poutine parce que compte tenu de son positionnement en Syrie et puis avant, compte tenu de l'invasion de la Crimée, les choses Pour bien étaient expliquer, plutôt... Tani, à nos auditeurs et téléspectateurs, le fait que François Hollande va rencontrer Obama et Poutine, c'est pour faire quoi? Pour rentrer véritablement en guerre contre Daesh, unir les forces? C'est-à-dire que là, c'est véritablement être une guerre. La guerre, elle existe déjà. Vous le savez, il y a eu des bombardements, pour l'instant oui. timorés, et puis suite aux attentats, des bombardements plus poussés. Et le fait d'entrer en discussion étroite avec ces 2 représentants de 2 superpuissances, c'est pour aller encore plus dans le vif du sujet, parce que ce que l'on peut constater, c'est que Daesh, peut-être loin d'avoir été fragilisé, c'est un dent de scie, tantôt l'organisation est bien portante, tantôt elle ne l'est pas. Et ces discussions, c'est pour voir comment définitivement éradiquer ce risque terroriste. Alors, parmi les annonces de François Hollande, il y a des choses qu'on comprend et qui font peur à la fois. À partir du moment où on touche
à la Constitution, on touche à la liberté qui est chère à notre pays. Tout à fait. On touche à la Constitution, on va renforcer le système d'écoute, on va donner la possibilité également aux juges de l'antiterrorisme en fait, des moyens qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant en termes d'écoute. Est-ce que c'est pas dangereux tout ça? Alors, précisément, moi, c'est ça qui me rassure. Oui. Parce que vous avez, comme moi, entendu les premières réactions de part et d'autre à la suite de ce discours. Et d'aucuns disent, mais non, il n'y a pas besoin de modifier la Constitution pour changer et aménager ces atteintes à la liberté. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit? Le président de la République dit qu'il va falloir toucher à la Constitution. Et ça, c'est rassurant parce que ça sera le travail des parlementaires. Et nous verrons bien ce qui en sortira. Mais bien évidemment, vous avez raison, à partir du moment où on est à la frontière entre la liberté d'un côté, l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité des Français de l'autre, on est en train de marcher sur une corde raide. Et qui mieux que le Parlement et à long terme, peut débattre et décider de ces choses-là. Le président de la République, je pense, là-dessus, il a parfaitement raison. C'est que l'état d'urgence qui est prévu d'ores et déjà par la Constitution d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui peut permettre de répondre immédiatement à cette situation donnée, mais pour situation toujours, donnée. pour l'instant, hein. Voilà, mais pour réfléchir, pour instaurer un régime en partie liberticide à long terme, il y a besoin que le Parlement en débatte. Vous vous souvenez, à la suite du 11 septembre aux États-Unis, il y a eu le Patriot Act qui a été fustigé partout, sauf bien évidemment aux États-Unis. Et il faut voir l'évolution qu'il y a eu aux États-Unis depuis. Et cette année, les États-Unis ont aboli leur Patriot Act. Ce qui s'est passé hier, c'est un peu un Patriot Act à la française, non? Mais ce sont des événements qui peuvent appeler un Patriot Act à la française. Et l'engagement avec la discussion d'hier, effectivement, à Versailles, je ne vais pas utiliser ce mot parce qu'il faut que nous fonctionnions avec nos principes. La France, vous savez, on ne rappellera plus les principes acquis depuis des années, depuis la Révolution française. La France doit opérer avec ses valeurs, avec ses moyens, sans tomber sur des comparaisons qui ne sont pas forcément comparables. Samuel, une question pour le sénateur. Oui, c'est une question que j'ai posée à Mansour Kemardine il y a quelques instants, mais dans le discours de François Hollande hier, il y a eu une phrase à mon sens très forte où il a expliqué qu'il n'y avait plus un seul danger en Syrie, c'était Daesh. Ça veut dire donc qu'il peut travailler ou faire la guerre aux côtés de Bachar el-Assad, selon vous? Alors, de mémoire, il a ajouté aussi que, quelque part, Bachar el-Assad, ce n'était pas le problème du moment. Donc, voilà, moi je retiens cette première partie de la phrase. Bachar el-Assad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné, il a massacré son peuple. On a loupé une intervention militaire après les gaz qui ont été disséminés en Syrie. Maintenant, c'est des choses qu'on ne peut plus rattraper. Il y a une menace qui nous touche directement, en plus de toucher ces populations, parce que tout a un effet a une relation de cause à effet. Aujourd'hui, s'il y a la crise des migrants en Europe, c'est parce qu'il y a cette guerre et ces massacres au niveau de la Syrie et de la région. Et le président de la République insiste, et là aussi je pense que nous sommes beaucoup à le rejoindre, que le problème principal qu'il faut à tout prix éradiquer, c'est Daesh, avant de voir d'éventuels problèmes collatéraux. Alors on a la chance d'avoir avec nous un professeur d'histoire, donc on va en profiter. Yann, est-ce que ce qui s'est passé hier au congrès de Versailles, c'est un moment de l'histoire de notre pays? C'est un début, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être enclenché. J'ai entré dans des détails assez techniques, mais pour essayer que ça soit bien, précis. Ce qui a été annoncé hier, c'est la volonté de développer l'état d'urgence. L'état d'urgence, il y a des points importants qui n'ont pas été abordés ce matin. Qu'est-ce que c'est?
les perquisitions administratives, pas des perquisitions judiciaires, des perquisitions administratives on s'appuie sur des renseignements, sur des listes, etc. et on va perquisitionner. Ensuite, le juge prend le relais. Mais l'enclenchement de la perquisition, c'est ça. C'est aussi l'assignation à résidence. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Des dizaines de personnes ont été assignées à résidence avec des garde-fous du droit qui protègent leurs droits. Mais depuis l'état d'urgence, on a l'assignation à résidence qui permet de surveiller de manière très précise ces gens-là qui pourraient être susceptibles de commettre ou d'inviter aux attentats. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. L'autre point important, c'est la volonté de constitutionnaliser l'urgence. C'est-à-dire que on a deux choses qui sont en amont. On a les pouvoirs qu'on va donner en plus au président, c'est l'article 16 de la Constitution, il fait à la fois le législatif et l'exécutif, et ensuite on a l'article 36, c'est l'état de siège. Et au milieu de tout ça, on n'a rien. Il y a un vide juridique. Et là c'est constitutionnaliser l'état d'urgence et de créer des garde-fous, puisque on est dans une situation exceptionnelle, le droit devient dérogatoire, devient l'exception. Monsieur le sénateur, François Hollande, le président de la République, a expliqué aussi qu'il fallait réfléchir à la possibilité d'enlever la nationalité de quelqu'un qui a la binationalité. Oui. La double nationalité, pardon. Je souscris entièrement. Je souscris entièrement à partir du moment où... C'est-à-dire qu'on est toujours français à condition que... Alors c'est limité aux personnes qui ont une double nationalité, parce que notre pays, compte tenu d'accords internationaux, interdit de faire de quelqu'un un apatride. Ça demeure, mais à partir du moment où une personne a deux nationalités et décide de s'attaquer à l'une de ces nationalités, je trouve parfaitement normal. Alors, il faudra certainement encadrer les conditions pour qu'on en arrive à là, mais je trouve parfaitement normal qu'on en arrive à ces extrémités. Ces attentats, je crois que c'est Mansour Kamardine qui l'a dit tout à l'heure, et beaucoup l'ont dit auparavant, vont changer beaucoup de choses. Il ne faut pas que dans ce pays qui est un grand pays, des acquisitions, des valeurs extrêmement importantes soient écornées, mais il va falloir réagir. Forcément, on ne peut pas rester sans réaction forte à la suite d'événements comme cela. Samuel, une question rapide. Oui, vous disiez tout à l'heure, monsieur le sénateur, que Mayotte n'était pas épargnée par le risque terroriste. Aurait-il fallu à ce titre étendre l'état d'urgence à l'outre-mer ou notamment à Mayotte? À terme, toutes ces mesures-là vont y venir. Aujourd'hui, ce qui était urgent, important et très auquel il fallait donner une réponse, Paris. Les événements qui sont intervenus à Paris, mais bien évidemment, il ne faut pas oublier les autres territoires. Mais la France, c'est la deuxième puissance maritime pour surveiller ces frontières-là. Voilà, c'est une autre paire de manches, mais à mon avis, il faut étendre à tous ces territoires, bien évidemment. Alors, plusieurs questions pour vous deux, c'est rigolo, mais c'est le cas. La question, elle porte sur cette guerre. Cette guerre qui a été... le mot guerre a été prononcé par le président de la République, clairement. Alors, plusieurs pays, beaucoup de pays sont touchés par le terrorisme. Vous parliez d'immigration tout à l'heure, on parle de terrorisme. On a des fortes puissances, dont la France, qui vont s'allier pour lutter contre et faire la guerre à ce pays-là. Est-ce qu'on peut parler de la troisième guerre mondiale, mais des temps modernes, ou pas? Monsieur le sénateur. Je pensais que c'était l'historien qui allait répondre. Les deux, non, mais c'est pas. Je vais essayer d'y répondre. On n'en sait rien. Seule l'histoire le dira. Moi, ce qui me faisait craindre une troisième guerre mondiale ou l'équivalent, c'était que la Russie et les autres puissances ne parlent pas d'une seule et même voix. Ce n'est toujours pas gagné, mais à partir du moment où tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a une menace, et cette menace, il faut l'éradiquer, peut-être une guerre mondiale dans la mesure où ça touche plein de pays de la planète, mais pas dans le sens de
deux fronts. C'est ça, c'est deux pays qui s'opposent parce que Daesh, n'est pas un pays. Non, on rentre dans une nouvelle ère des relations internationales. Ouais. On n'est plus avec des États constitués comme la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Ouais. On rentre sur des groupuscules. On a Daesh en Syrie, on a le Al-Qaïda au Maghreb islamique, on a sur toute la frange sahélienne, on a Boko Haram au Nigeria. Donc on rentre sur une guerre asymétrique, c'est-à-dire avec deux parties complètement différentes, et on n'est plus dans l'état de guerre comme classique auparavant, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ou même les guerres de décolonisation qu'on a pu se trouver, comme la guerre du Vietnam ou la guerre d'Algérie. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci également, Yann Durosa, de vos interventions. On y voit plus clair. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.